Oh yeah. What's up, world? Aujourd'hui, Il était une voix rencontre Virginie Tellen, alias Frigide Barjot. Muselée médiatiquement depuis la Manif pour tous en 2012, cette personnalité ô combien sympathique est aujourd'hui une personnalité qui dérange. Cette fervente catholique, passée de la Manif pour tous à l'Avenir pour tous, a choisi Il était une voix pour venir s'exposer à nouveau, dire sa vérité et son combat. Frigide Barjot, ou plutôt Virginie Tellen. Tellen, c'est cela. Alors, bonjour. Pourquoi bonjour? Alors, on s'y perd. Tellen, Barjot. Mais non, en fait, vous ne m'avez pas connue avant. Mon nom de scène, Frigide Barjot, qui m'a été donné par mon mari, en fait, quand je suis rentrée dans le groupe Jalon, le groupe d'intervention culturelle qu'il dirige, lui étant Basile de Kock, avec plein de gens qui étaient à l'époque à Sciences Po avec moi. Et pour resituer, Basile de Kock, c'est aussi le frère de Karl Zéro. Oui, tout à fait. Voilà, oui, c'est toute une famille de gens qui sont un peu les précurseurs aujourd'hui des sites de parodie comme le Gorafi, et eux, ils avaient fait le groupe Jalon. Tout à fait, on va en parler. Pour entrer dedans, il fallait un pseudo. Voilà. Et comme j'étais fan de Brigitte Bardot, enfin que je chantais les chansons de Brigitte Bardot, Il a trouvé Barjot, mais ça tout le monde avait trouvé tout de suite. Mais il a surtout trouvé, un nom, parodique, enfin. D'ailleurs, qui a agacé Brigitte Bardot, il me semble. Tardivement, pas avant. Mais au moment des manifs, après 2013, oui, parce qu'elle en avait ras-le-bol. Ouais, elle en avait plein le dos, on lui parlait tout le temps de moi, et donc voilà. Mais en revanche, le prénom Frigide, évidemment, ça m'a moins fait rigoler. Quand mon futur mari, dont j'étais déjà très amoureuse, me dit « J'ai trouvé ton pseudo, ton prénom, tu seras Frigide ». Donc furieux, j'ai raccroché. Je lui ai dit c'est fini entre nous, et je l'ai entendu dire au moment où je raccrochais en disant c'est fini entre nous, il me disait mais de toute façon rien n'a commencé. Donc j'étais doublement désespérée. Oh, dis donc, ça démarrait fort. Mais le soir même, quand je suis allée noyer mon chagrin au bain-douche, mon meilleur ami Philippe Lambron me dit mais pourquoi es-tu dans cet état de désespoir? Je lui dis mais parce que le président de Kock veut que je m'appelle Frigide Barjot. Et tout le monde éclate de rire autour de moi en disant mais ce pseudo est génial. Ouais, c'est vrai. Et mon ami Philippe, qui n'en loupe pas une, a su immédiatement toucher la corde sensible. Il m'a dit tu veux sans doute qu'il donne ce nom à quelqu'un d'autre? Et là, mon orgueil s'est immédiatement réveillé. J'ai dit non, Frigide Barjot c'est moi et il n'y en aura pas d'autre. Et le lendemain, je rappelle Basile et je lui dis « Je suis Frigide, je suis Barjot. » Et nous aurons l'homme de ma vie. Voilà, et nous allons nous marier, nous aurons beaucoup d'enfants. Et il a dit « Elle est complètement Barjot. » Mais on y est arrivé 4 ans plus tard. Effectivement. Alors, ce que je voulais vous amener à dire, c'est qu'aujourd'hui, vous ne voulez plus qu'on vous appelle Frigide Barjot. Vous voulez être Virginie Tellen. Alors pourquoi? Est-ce que c'est depuis la Manif pour tous, vous avez envie de... je ne sais pas, de faire un mea culpa par rapport à cette période qui a pu être perçue comme violente pour la communauté homosexuelle? Non, revenir à Virginie Tellen, ça n'est pas avouer que j'aurais mal agi sous Frigide Barjot. Ce qui n'empêche pas, je le dis très librement et simplement, qu'effectivement toutes les personnes qui ont été dans cette tourmente incroyable qui a été la Manif, mais parce que la loi qui arrivait était une loi incroyable aussi, totalement révolutionnaire. Inédite, tout à fait. Même un changement de civilisation, a dit Christiane Taubira elle-même. Et on va vivre vraiment, c'était les prémices d'un changement de civilisation, et je vais vous expliquer pourquoi. Tout à fait, mais c'est aussi inédit, Virginie, de lutter contre, de manifester contre des droits pour des gens, non? Non, parce qu'en l'occurrence, nous n'avons jamais, et moi en tant qu'ami, personne élevée dans le milieu gay, dans le milieu de la nuit... Oui, d'ailleurs, on dans vous le surnommait la fille à PD. On ne me surnomme pas, c'est une réalité. Je ne suis pas surnommée, les personnes, enfin les gays, m'aiment énormément. Je chantais dans les boîtes gays, on faisait la fête au Banana. J'ai encore le blouson ici du Banana Café, offert par Tony Gomez. Vous êtes arrivé, je l'ai vu. Oui, pour moi c'est un totem, c'est extrêmement important. Et comment vous expliquez que la Manif pour tous ait été ressentie d'une manière aussi violente par la communauté homosexuelle et par aussi certains hétérosexuels qui m'ont dit « Oh là là, tu reçois de Frigide Barjot, mais elle a été tellement dure, elle a été tellement violente. » Mais en quoi Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là? Alors déjà, je leur dis, est-ce que vous êtes en mesure de sortir une phrase
homophobe. Exactement. Une Moi, phrase... je vous avoue, je n'en ai pas trouvé. Mais vous ne pouvez pas? Il y en Je a pas. n'en ai pas trouvé. Il y en a pas. C'est ce que j'ai dit aux gens qui m'ont un peu tiré les On m'a bretelles de accusé vous par inviter. procuration et dans Alors, bon, moi, je vais revenir à la base. À la base, j'ai compris. Donc, après un retour, non pas à la religion, mais au sens au sens de ma vie, au sens qui m'a ramené à la transcendance, en fait, au fait que nous ne sommes ici que le temps d'un passage et que moi, j'avais besoin, issu de ma culture, de ma famille chrétienne, après mes enfants, de me ressourcer à la mort de mes parents, etc. Je suis retournée vers l'église, ça c'est vrai. Vous avez eu une révélation même, hein, lors d'un voyage à Lourdes, me semble-t-il. Oui, enfin, j'ai été confirmée dans l'aspiration vers laquelle j'allais, mais non, la vraie révélation de l'existence d'une force... divine. Oui, enfin supérieure, qui a le contrôle de notre vie, mais qui nous laisse parfaitement libres de le suivre ou pas, et que cette force supérieure est créatrice de nous-mêmes par amour, c'est-à-dire une sensation d'être aimé au-delà de tout. Je l'ai eu, effectivement, j'ai eu ce qu'on appelle une conversion choc, enfin, que certains ont déjà expliqué, à Notre-Dame, assis à côté de mon meilleur ami qui était homosexuel en 1987 ou 88. Bon, l'année importe peu, mais enfin, j'étais à Paris, à Sciences Po, célibataire, vivant avec lui sans être avec lui, puisqu'il était gay. Et c'est lui qui m'emmène à l'église. Et c'est à l'église que tout d'un coup, j'ai entendu « Je t'aime, tu es aimé plus que tout, tu es unique dans ma création ». Et c'est moi ton créateur, enfin, je pense que c'est moi, je t'aime, alors, Virginie, inconditionnellement. moi, Donc là, je je vais vers l'église ouais. avec mon Frigide Barjot, etc. Ouais. Et je suis totalement bien accueillie dans l'église, avec mes mini-jupes, mes chansons rigolotes, un peu olé olé, fais-moi l'amour avec 2 doigts, etc. Les curés se marrent et tout. Je me dis, cette église est beaucoup plus ouverte que ce qu'on nous dit. Oui. Et petit à petit, je vais comprendre que la législation est en train de me basculer. Et quand ça arrive, c'est tout naturellement que c'est avec Frigide Barjot, j'avais en plus défendu le pape en 2009, parce que le 21 janvier 2009, il avait le pape Benoît XVI, qui avait déjà une mauvaise réputation parce qu'il était allemand et tout, alors qu'il n'avait absolument rien de radical, ni d'antisémite, ni d'homophobe, ni rien, mais bon, c'était le pape teuton, donc voilà. Alors, qu'est-ce que vous dites, Virginie, aux gens aussi qui m'ont dit, mais... Non, elle retourne sa veste parce que elle était contre le mariage, et puis maintenant que le mariage est accepté, qu'il est toléré, qu'il est bien vécu, il y a beaucoup de mariages en France, il y a à peu près 7000 mariages gays et lesbiens sont prononcés chaque année, soit 3% du total. On me dit, elle retourne sa veste maintenant que c'est toléré, elle est pour... Mais en fait, je pense que vous n'avez jamais été contre. Non. On est d'accord. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai J'étais contre une loi. Vous étiez contre une loi. Un principe de loi. Mais vous n'étiez pas contre l'union. Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, nous portions une autre proposition. Un Pacs amélioré. Même pas. Mieux que ça. Parce que le Pacs a 2 défauts. Le Pacs conserve ce que nous, enfin l'Avenir pour tous et moi-même depuis le début, nous reprochons absolument à l'évolution actuelle, c'est l'indifférenciation des sexes, c'est-à-dire le genre. Le fait qu'on passe de la sexuation au genre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, qu'on soit un homme ou une femme en termes biologiques ou génétiques et surtout reproductifs, n'a plus d'importance, ne compte plus, ne structure plus. Si nous disons cela, ça veut dire qu'on peut se reproduire sans l'autre, sans le sexe de l'autre. Or, c'est ce qui était porté en creux, non dit, mais en fait plutôt oui, puisque certains lobbies demandaient la PMA sans géniteur, sans homme. C'est ce qui est porté structurellement dans la loi Taubira. C'est-à-dire qu'on inclut dans le même statut reproductif qu'est le mariage depuis toujours la nuit des temps, c'est la structure juridique de la procréation. C'est ce qui permet le renouvellement... D'une famille, de créer une famille. En protégeant le produit, voilà, la progéniture. La progéniture, mais c'est pas que la filiation, c'est que c'est un être humain qui vient. Et cet être humain... il est par nature,
les géniteurs ont des obligations sur lui. Lui, il n'en a pas. Et actuellement, il n'est pas protégé pour vous? Si, bien sûr, il l'est toujours. D'accord. Mais il va l'être aussi par des gens qui ne sont pas ses géniteurs et qui vont décider d'effacer les géniteurs. C'est ça la loi Taubira. La loi Taubira, elle va changer la filiation. Elle reconnaît l'union à égalité, donc ça c'est un progrès, c'est ce que nous disions. Pourquoi est-ce que dans le Pacs, par exemple, il y a la répudiation? C'est-à-dire que du jour au lendemain, sur une simple lettre, le conjoint du Pacs peut être mis à la porte, n'hérite de rien, n'a pas de pension de reversion. Tout ça, c'était effectivement à améliorer. Nous n'étions pas du tout contre ça dans les couples de même sexe. Vous voulez que la coparentalité soit encadrée? Alors, elle existe, mais elle n'est pas encadrée. Elle n'existe pas. Pour le moment, elle n'existe pas. Ce qui existe, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est que vous prenez le mariage, c'est l'homme et la femme, et ensemble, il faut un enfant. Et le principe, c'est que les géniteurs sont les parents de l'enfant. D'accord. OK ? Ça, c'est bon. Ça n'a pas spécialement changé entre l'homme et la femme, mais en plus, on y a rentré 2 hommes ou 2 femmes, voilà. dont on dit, écoutez qu'ils sont bien, les parents de tel enfant. Qu'ils sont les 2 géniteurs de l'enfant. Mais comment Voilà, c'est là où moi, je suis tombée par... Pour qui ça peut passer? Pardon, honnêtement, comprenez ce que je veux dire. C'est intéressant, comme ça les spectateurs comprennent bien dans quel schéma. Mais sauf que je le disais en 2012. En 2012, ce qui passait, c'était plutôt le côté contre. Non, parce que ça, c'est ce que disent les médias. Nous, on était pour... Vous avez le sentiment d'avoir été un peu instrumentalisé, on vous a mis sur le devant de la scène, chef de file, et que finalement le vrai message n'est peut-être pas passé, et il passe maintenant. C'est pas qu'il soit pas passé, c'est qu'on l'a empêché de passer. Je reprends, mettre dans un acte de naissance 2 hommes et 2 femmes, c'est pas qu'on refuse que les 2 soient parents, c'est qu'ils ne peuvent pas l'être à la place d'un des 2 géniteurs. Si vous enlevez le géniteur, ça veut dire qu'il va falloir passer par un mode de reproduction nouveau, sans sexe, qui existe depuis 1994, qui est qu'on peut depuis 1983, mais légalisé depuis 1994, faire un enfant, enfin le féconder, dans une pipette. C'est ce qu'on appelle la fécondation in vitro. C'est très important pour tous les gens qui ont des problématiques de fécondité. Stérilité, etc. Voilà. Oui. Or, pardon, chère Nathalie, mais 2 hommes ne sont pas a priori stériles. Il faut juste voir comment ça va faire avec un ovule et une femme. Et quand bien même, nous ne disons pas ils vont être obligés d'avoir une relation sexuelle, mais pas du tout. Ils peuvent faire ça par insémination. L'insémination, c'est beaucoup moins intrusif que la fécondation in vitro. L'enfant est vraiment fécondé dans un corps. On reste dans la charnalité, même si effectivement c'est un gynéco qui fait une insémination, ça dure 1 seconde et demie. Voilà, il n'y a aucun souci pour nous non plus. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que l'ovule appartient à une femme, et cette femme, nous voulons qu'elle reste la mère génitrice de l'enfant. Si la femme qui a donné l'ovule n'est pas celle qui va porter. Ce que je comprends dans les couples, ce que nous admettons parfaitement dans les couples lesbiens. Elles veulent souvent, pour être vraiment les 2 mamans, on prend l'ovule, on féconde, mais nous n'avons aucun souci avec ça non plus. Il faut vraiment que les gens le comprennent. Nous ne sommes pas l'Église catholique. Hein. Eh bien, simplement, les 2 mamans seront dans l'acte de naissance. Les 2 génitrices, il y a une génétique et une gestatrice, elles seront dans l'acte de naissance. Mais l'homme qui a fécondé, eh bien, il y sera aussi. Il n'est pas un donneur, tiers donneur anonyme. Un tiers donneur, c'est quelqu'un qui est face à un être humain pour prendre du produit. En fait, Virginie, vous voulez que l'enfant ait tous ses parents. Et c'est tous ses parents. Toutes ses racines. Voilà. Et comme le conjoint, soit là, on a pris les 2 mamans qui vivent ensemble, donc il n'y a pas de problème, elles sont toutes les 2 génitrices, la biologie n'est pas abîmée, ni la gestation. Parce que ce qui est derrière, c'est la GPA. Hein. C'est ça. Vous comprenez ? On va y venir. Non, mais quand nous, on dit on est d'accord d'inscrire la vraie maman qui porte l'enfant, ça veut dire qu'il ne faut pas que ça soit un ventre loué non plus. Vous comprenez ? C'est ça. Voilà. Alors, comment on fait quand on est dans un couple d'hommes ? Eh bien, le conjoint, là, on ne pourra pas faire avec 2 spermatozoïdes. Non, c'est ce que j'allais vous dire. Il faut avoir recours à une femme porteuse, comme ils disent. Un des spermatozoïdes, plus un ovule, plus un ventre. Eh bien, nous disons que l'ovule et le ventre appartiennent à une femme qui est connue et voulue par les 2 hommes avant la conception. Et qu'elle fasse partie Elle est sur l'acte de naissance. Mais elle ne fait pas partie, elle est sur l'acte de naissance. Et surtout, pourquoi tout ça ? Parce que là, on va vraiment... Parce qu'actuellement, elle n'y est pas. Non, dans une GPA, elle n'y est pas.
Actuellement, elle n'y est pas. Ah bah non. Donc en fait, un enfant qui est né de Les deux enfants hommes, de Marco-Olivier Fogiel n'ont pas leur mère sur leur acte de naissance. alors ils les connaissent parce Leur que... identité, non oui. mais enfin c'est quand même très grave. Oui, c'est- Leur état civil, c'est sans leur mère. Oui. Et on dit, mais c'est pas grave puisque les pères peuvent les... Alors Marco, je sais qu'il a gardé un lien étroit, enfin qu'il garde un lien étroit avec la mère, enfin la femme porteuse. Je crois qu'ils n'aiment pas qu'on dise mère porteuse. Hein. C'est la femme porteuse. Moi je suis d'accord, c'est pas une mère. Hein, Mais donc, voilà. Donc, je bois un petit coup hein, oui, pour fêter ça. Allez-y, c'est pas de la vodka. Hein. Donc Marco garde un lien très étroit. C'est la moindre des choses. avec Heureusement mère, qu'il y a déjà mais ça. par contre, c'est vrai qu'au niveau légal, elle Non. n'apparaît nulle part. Et alors, ce qui est embêtant dans l'affaire avec Marc-Olivier Fogiel, c'est qu'en revanche, la femme qui a donné l'ovule, elle le connaît, il la connaît, mais on ne sait pas si ça vient pas d'un marché où il a été stocké l'ovule. Le vrai problème, c'est le stockage et la congélation des gamètes. Bah, le vrai problème qui peut se poser, c'est l'exploitation des femmes et des corps. Il y a deux choses. Il y a ça, donc ça, l'exploitation des femmes et des corps existe déjà dans les pays pauvres. En Inde. Notamment en Inde, mais en Indonésie, voilà. Alors, c'est vrai qu'il s'est soulevé quand même grâce aux féministes du corps notamment, mais aussi des catholiques, parce que malgré tout, il y a quand même eu des conséquences des manifs, hein, et du fait que des gens ont pris conscience qu'il y aurait cette gestation marchande. On assiste à un recul aujourd'hui de la GPA dans le monde et nous nous en félicitons. Hein. Mais c'est aussi parce que là, il y a une convergence des femmes de gauche contre la GPA. En France, les Français sont à 55% pour la GPA. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils sont pour la PMA à 60%, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas qu'il y a 2 PMA. Parce que je reprends un peu mon fil. C'est pas uniquement le ventre qui est... Alors évidemment, c'est terrible d'exploiter des femmes. Vous savez qu'elles sont dans des gestatoires, dans des espèces c'est en Inde où il y a un problème de pauvreté et une grosse exploitation. Qu'est-ce que disent ces femmes? Elles disent, mais nous, on peut élever nos enfants avec ces 20 000 euros ou 10 000 euros qu'elles ont eus et qui au final aura gavé plein de cliniques et de trucs au passage et aura coûté 100 000 euros à un couple occidental. Donc de toute façon, ce principe est absolument à bannir. Mais attention, c'est qu'il s'origine plutôt dans la mise sur le marché des gamètes. Les gamètes, c'est soit les ovules, soit les spermatozoïdes. Parce que ce que ne nous dit pas Marco Fogiel, c'est qu'il a fait une PMA avant la GPA. Il a fait une fécondation in vitro. Et la fécondation in vitro, encore une fois, quand on ne sait pas qui est la personne, qu'elle n'a pas eu le contrôle sur ses gamètes. Si moi je dis, on fait un enfant, enfin pas vous et moi, mais avec un homme... Mais à la limite, voilà, imaginons on est un couple et on a fait un coup de foudre. Avec vous, voilà, on a un coup de foudre et nous voulons un enfant. Désolée Basile. Hein. Voilà. À mon avis, c'est que c'est pas possible. Donc, mais je prends l'exemple. Bon, votre ovule, on le fera venir. Enfin, c'est lourd, c'est un traitement hormonal lourd qui abîme le corps. Mais bon, à la limite, voilà, on prend plusieurs ovocytes, on les garde, on les congèle. On peut en prendre un frais. Il y a très peu de manipulation. Et de toute façon, moi, dès qu'il y a congélation, j'ai un doute, je ne sais pas qui... Ils ne sont plus à la maison, ils ne sont pas dans notre congélateur. Hein. Vous les mettez au sécosse. Et bon, moi, j'ai aucune confiance dans le système hospitalier. Actuel, oui, mais dès que la loi va être ouverte, vous savez que la concurrence des cliniques va jouer. Et des cliniques... 2019 est une année importante d'ailleurs. Ça arrive. Ça va être voté. Ça arrive là, hein. Ça arrive en mai. Tout à fait. Après les européennes, Macron, il attend de remonter aux européennes. Et après, il nous fait passer la loi sans aucun débat. Donc Virginie, ce qui est important finalement pour vous, pour Avenir pour tous, parce que je précise que vous avez quitté la Manif pour tous, pour créer l'Avenir pour tous. Non, mais en 2013, quand ils ont refusé l'union civile qu'on devait annoncer au vote de la loi. C'est ça, ils sont beaucoup plus finalement durs. Vous êtes détachés d'eux parce que vous êtes beaucoup plus souple dans votre... C'est pas être plus souple ou plus dur, c'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre... Vous prenez en compte le désir parental des homosexuels. Je prends en compte tout être humain qui veut un enfant. Car aujourd'hui, toutes les techniques... Hétéro, mais bien sûr. Toutes les mais c'est important de le préciser parce qu'on fait de vous une facho homophobe, donc c'est important de... Mais ça, c'est un instrument du pouvoir qui doit mettre ce marché de la reproduction à 100%. Toute personne pour avoir un enfant. Nous ne sommes pas contre. Nous disons qu'elle doit le faire avec un homme quand c'est une femme et avec une femme quand c'est un homme. Et quand ce n'est pas possible, il faut qu'il soit encadré. Qu'il soit en couple homo ou hétéro, donc voilà. Mais un hétéro stérile, c'est pareil. C'est pareil que dans le couple homo.
Sauf qu'eux, ils ne peuvent pas l'avoir parce qu'ils sont stériles, c'est comme 2 homos tout seuls. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas un tiers donneur qui arrive avec, encore une fois, des gamètes congelées dont on ne sait pas si elles ne sont pas manipulées, qui de toute façon vont être numérisées. Dès que c'est numérisé, ça rentre dans l'intelligence artificielle et ça crée un être artificiel. Vous comprenez? La numérisation de tout, de moi, de vous, tout le monde a un avatar numérique aujourd'hui. Mais quand... Alors, en même temps, je pense à une chose, c'est la fin de l'anonymat. Ça n'est pas suffisant. Pourquoi? Ne va-t-elle pas empêcher du coup les Non. gens de donner? Non. Ah bah si, ça c'est sûr. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ça va être payant. Ça c'est intéressant. Eh ben non, non, on rentre vraiment dans un système commercial. On va lever l'anonymat parce qu'on se rend bien compte que c'est pas possible pour des êtres de vivre à l'heure du séquençage ADN. Ils le sauront. Bon. Donc on voit bien que c'est un frein, que beaucoup de gens sont réticents à cette ouverture. Les dirigeants vont lever l'anonymat. Mais on va faire baisser le nombre de donneurs. Donc ça va être finalement comme dans les autres pays qui ont ce type de procréation, c'est-à-dire notamment je pense au Danemark, les donneurs sont rémunérés, l'éjaculat est rémunéré. Donc vous avez bien de la commercialisation des semences, et en plus vous les congelez, et puis après elles deviennent quoi? Qui va savoir ce qu'on va en faire en vrai? Attendez, moi je vous pose la question Nathalie. Comment vous savez, déjà un bébé qui vient de naître, il peut y avoir des erreurs. Comment vous savez que c'est dans votre paillette? Moi, j'aimerais bien qu'on me dise. Et quand les embryons sont congelés, c'est pareil. Alors, pour l'instant, il y en a 200 000 en France d'embryons congelés. Mais pourquoi on ne les offre pas en coparentalité aux couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants et qui sont plus de 100 000? Alors, qu'est-ce qu'on leur offre à eux? De l'adoption à l'étranger. Il faut attendre 6 ans, 10 ans un parcours pour obtenir des enfants qui n'arrivent pas à vivre correctement. Vous savez que les adaptations d'adoption sont extrêmement compliquées. Très, très compliquées. Très compliquées. Moi, j'ai un copain, il a les pires problèmes avec ses enfants. D'ailleurs, les homosexuels ne veulent pas adopter. Ils veulent vraiment avoir leur propre enfant. Alors, autre chose, c'est ce que j'avais compris dès le départ. Quand Pierre Berger a dit on peut bien louer son ventre comme un travailleur loue ses bras, j'ai tout de suite dit mais c'est ça en fait il y aura une procréation pour les gays et une procréation pour les femmes qui sera simplement la même que celle pour les stériles. Mais de quoi tu nous parles? Mais n'importe quoi, ça n'a rien à voir, machin. Alors, Xavier Bongibaud, oui, ici présent, qui m'a accompagné, ici présent, qui se cache dans le coin, était passé chez Morandini. Il avait affronté l'avocat Caroline Mécari, qui lui avait dit, mais écoutez, laissez-nous gérer, laissez les homosexuels gérer leur famille comme ils l'entendent. Et est-ce que justement le fait de légiférer la coparentalité d'une manière comme ça, très encadrée... il faut que je vous explique ce que c'est que la coparentalité. Oui. C'est donc, on ne prend pas un donneur anonyme, on prend un géniteur. Et c'est pas on prend, c'est une personne qu'on connaît, avec qui on... Mais vous savez que les gays, ils ont jusqu'à l'ouverture de la PMA de la GPA, parce que la GPA, elle est prévue quand même dans la loi. En tout cas, l'affiliation par GPA est prévue dans la loi de bioéthique qui arrive là en mai-juin 2019. Avant, ils faisaient en coparentalité. Et vous savez même, je vais vous dire... Mais est-ce que les homosexuels ne s'arrangent pas déjà entre eux? Est-ce que déjà entre eux, ils ne mettent pas en place cette coparentalité sans que ce soit légiféré, sans que ce soit... Oui, mais il y a des problèmes. Il y a notamment des problèmes... Lesquels? Eh bien, c'est pas très compliqué, parce qu'en fait, le conjoint n'a pas de vrai statut. Il y a un article 377 du Code civil qui peut permettre une délégation partage d'autorité parentale. C'est-à-dire que les vrais parents sont les géniteurs, c'est comme ça qu'est déclaré l'enfant à l'état civil, mais ils ne sont pas en couple, les parents, d'accord? C'est ça la coparentalité. Alors c'est vrai que notre sujet, il est en pleine actualité, parce que vous Attendez, m'avez amené... Je vous termine après, parce que ça, c'est justement vers quoi on va si on ne fait pas une coparentalité, allez-y, je vous en prie, si on ne la légifère pas. C'est-à-dire que le conjoint, il n'aura pas le même droit, parce qu'aujourd'hui, ça n'existe pas 3 parents vis-à-vis de l'enfant. Or, c'est ce que nous préconisons, en gardant toujours les 2 parents géniteurs, ça c'est comme avant, c'est-à-dire qu'on repousse la filiation de 2 femmes seules sans homme. Alors, 3 parents, mais est-ce que ça n'implique pas des problèmes? Je me pose des questions en même temps que vous me parliez au niveau, si les 2 parents se séparent. C'est comme partout, il y a un juge aux affaires familiales. Oui, il y a un juge aux affaires familiales. Attention, nous, on est sur... Ça devient une histoire à 3, je veux dire, par là. Oui, mais... Est-ce que ça complique pas tout? C'est compliqué, mais c'est ça ou ça.
qu'est-ce qu'on fait? De l'editing d'enfants. Voilà, vous avez amené on va manipuler les enfants, ça c'est le time de cette semaine. Babies. Voilà. Oui. Donc aujourd'hui, on édite, c'est-à-dire qu'on sort le gène dans l'embryon, on le rend accessible et on peut le modifier avec un outil qui s'appelle CRISPR-Cas9. Hein, c'est des ciseaux génétiques, enfin des ciseaux avec des enzymes. Et puis, vous pouvez remettre dedans ce que vous voulez, les yeux, les cheveux, en l'augmentant. Et en augmentant notamment le QI. Et ainsi, on va créer une race de personnes augmentées qui vont prendre le contrôle. De l'eugénisme. C'est de l'eugénisme. J'ai pas peur. J'ai peur de rien, Nathalie. En vrai, je sais. Après ce que j'ai pris, j'ai peur de rien de toute façon. En revanche, j'ai peur qu'on ne puisse pas le dire et qu'on n'explique pas, que sous prétexte... C'est pour ça que je vous invite dans Il était une voix, pour vous redonner la parole, parce que je trouve qu'on vous a injustement muselé. Je trouve qu'aujourd'hui, on est dans la société du tout interdit, où on ne peut plus rien dire, on ne peut plus débattre, sans qu'on étiquette les gens. Le problème, c'est pas ça, c'est qu'en fait, ça, c'est un marché. Et l'objet du marché est l'être humain. Et c'est pour ça que je me suis levée. J'ai pressenti tout cela dans cette loi qui disait que 2 hommes allaient être les seuls parents comme les géniteurs de l'enfant. D'où le slogan de 2012 que j'avais imposé. Nous sommes tous nés d'un homme et d'une femme dans toutes nos vies, dans toutes nos façons de vivre. Donc ça inclut la famille homoparentale, ça inclut les monoparents qui ont décidé, les femmes qui ont décidé de faire pas de conjoint, qui veulent un enfant parce qu'elles ont 35 ans, 38 ans. Tout le monde peut avoir un enfant, a même droit à son enfant, mais cet enfant a droit à ses 2 géniteurs. À ses racines. Mais il a droit à ses 2 géniteurs. Si nous ne restons pas sur ce principe, Nathalie, nous ne serons plus des humains hommes et femmes. Le genre, c'est très bien pour des gens qui ont un problème d'identité, mais ça ne fait pas la structure d'une humanité. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait, je vous comprends. Or, non seulement on fait des êtres, on prend juste leurs gamètes, on les transforme, mais demain, on les fabriquera. On peut déjà fabriquer des ovules à partir de cellules de peau. Vous comprenez? Oui. Si les gens n'ont pas une information globale et ne comprennent pas que moi, on m'a collé le péché d'homophobie pour que je ne dise pas ça, mais qu'on y arrive. Parce que c'est tout un marché qu'il y a derrière. C'est pas un marché. Marché des gamètes. Marché des gamètes, marché corps, des ventres. Des ventres. Mais les ventres, attendez, on va aller plus loin, parce que je vais vous dire vers quoi on va, parce que là, c'est écrit là-dedans. Moi, je vous ai apporté 2 auteurs, oui, tout à fait. Le pape François et le pape des transhumanistes, enfin, que moi j'appelle transhumains. La joie de l'amour, la guerre des intelligences. Voilà, vous voyez déjà la différence. Hein, bon. Et ces 2 hommes, alors lui explique vers quoi on va, et s'il le dit maintenant, c'est qu'en fait c'est beaucoup plus avancé que ce qu'on nous dit. Moi, pendant 6 ans, on m'a interdit d'avancer dans ce terrain-là, alors que je ne le connaissais pas, lui, je ne lisais pas tout là-dessus, mais c'était déjà écrit partout. Et puis, il y a un pape qui est arrivé et qui, lui, n'a pas bloqué sur le dogme, comme vous me disiez, les autres sont plus... Non, les autres, ils sont de la manif maintenue, de Alliance Vita, des AFC, etc. Non, ils disent le dogme d'avant les progrès scientifiques, et notamment de la pilule, qui, aujourd'hui, permet aux êtres humains de contrôler leur procréation. Virginie, le fait que vous vous posiez en catho, fervente, attachée de presse de Jésus-Christ, comme vous dites, est-ce que ça ne nuit pas à la cause? Est-ce que les gens ne vous perçoivent pas comme la catho, facho, alors que vous êtes plutôt modérée en réalité? Mais je ne suis même pas modérée, je suis humaine. Mais est-ce que vous ne croyez pas finalement que ça nuit à la cause, d'amener la religion au milieu? Je ne mets pas la religion au milieu. Je dis Parce que le pape, avec la sortie de l'avortement et du tueur en série, du tueur à gages, bon, on est d'accord qu'il a quelquefois des expressions un peu violentes qui n'aident pas la cause. Mais il faut que vous compreniez une chose. Jusqu'en 1960, c'est l'Église qui contrôlait l'humanité, avec le mariage et la morale sexuelle. Et si, comme les autres religions d'ailleurs, hein, mais elle était universelle et planétaire. Hein. C'est la religion catholique qui a fait la civilisation et notre état aujourd'hui de développement et de conscience. En 1960, la pilule et les progrès scientifiques détruisent le fait qu'on n'a plus besoin, enfin l'homme maintient le corps de la femme et puis on contrôle toute la chaîne des générations à venir. Non, la femme va s'émanciper. Elle pourra décider surtout de séparer la sexualité
de la procréation, et c'est la libération sexuelle, jusqu'au fait qu'on va pouvoir faire des enfants, même indépendamment, ce que je vous ai expliqué à la FIV, indépendamment des corps. On ne peut plus empêcher aux homosexuels d'avoir un enfant, vous comprenez ? Bien évidemment, Mais c'est leur droit d'en avoir un, bien sûr. Sachez que les grands réseaux d'églises, ils rentrent profondément dans la société, notamment par les partis politiques de droite. Aujourd'hui, il y a tout un renouveau qui se fait depuis les manifs dans une radicalisation, notamment via le Front National, via Marion Maréchal Le Pen, via le PCD, Jean-Frédéric Poisson, via Dupont-Aignan. Toute cette droitisation est ancrée profondément sur un rejet d'ouvrir la procréation aux homosexuels. Il n'y en a pas un qui propose quelque chose, ou alors ils laisseront passer le marché. Et voilà qu'on a une révolution dans l'Église, c'est que le pape François va reconnaître, d'une certaine façon, d'autres formes de famille avec les unions homosexuelles. C'est extrêmement important. Malheureusement, ça ne redescend pas ici dans les paroisses, mais il a quand même écrit que vous imaginez que l'Église tenait sur une seule forme de famille. Tout à fait. Et là, il écrit, oui. La famille biologique, oui. L'homme, au-delà de la procréation, toute la religion était inscrite dans la procréation qui était divine et sacrée. Et voilà qu'il nous dit, nous devons reconnaître la grande variété des situations familiales qui peuvent offrir une certaine protection. Il relativise, il regarde autour de lui. Il s'adapte. Oui, mais les unions de fait ou entre personnes du même sexe, donc dans les unions de fait, il y a bien les personnes du même sexe, ne peuvent pas être placidement comparées au mariage. Donc il fait bien cette dissociation du mariage, qui est l'union sacrée de l'homme et de la femme, et qui a été le mariage ensuite séculier à partir de la Révolution. C'est le même, on l'a plaqué dans la laïcité, c'était le même. Mais lui, il dit, une union autre existe. Il va bien falloir lui donner. Ça veut dire qu'il y a un espoir au niveau Église. C'est ce que je disais moi dans les manifs. Vous me dites, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit ? Mais non seulement je l'ai dit. Le message n'est pas passé. Mais chère Nathalie, je ne suis pas maîtresse de la communication. Moi, je dis, et si vous avez 200 médias qui disent le contraire, qui suis-je par où vais-je passer ? J'ai un blog, j'ai un machin, tout est écrit dessus, personne ne l'a diffusé. C'est vrai que ce qui est passé, c'est la violence de la situation. Mais quelle violence ? Il n'y en avait pas de violence. D'être contre des droits donnés aux homosexuels. Ça, c'est vous qui réécrivez l'histoire. Nous n'avons... Non, c'est ce qui est passé, mais vous à l'époque. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous répétez ce que les médias disaient à l'époque. Ah oui, c'est ce qui passait dans les médias. Mais attendez. Mais ce n'est pas la réalité. C'est pas mon histoire. Ça n'est pas votre réalité, c'est clair. Ça n'est pas mon histoire. J'ai essayé de dire 1000 fois dans les médias, je ne dis pas... C'est très bien, cette mise au point me ravit, moi. Cher, merci de faire la vérité et de me donner l'espace nécessaire pour le dire. Malheureusement, je ne pense pas qu'on passe aux 20 heures, vous voyez. Oui, mais... Même si on va essayer de faire des vues, on est bien d'accord. Il était une voix à 8 millions de vues. Bravo. Donc, j'espère que tous vos auditeurs, les spectateurs l'entendront. Écoutez-moi bien, je disais... Et puis une autre voix. Vous êtes muselé encore aujourd'hui. Par vous, et j'ai fait juste Yann Moix il y a 2 jours. Oui. Mais c'est tout. Oui, donc vous êtes muselé aujourd'hui. Mais je me suis muselé depuis que je suis partie le 5 mai 2013, parce que je vous enverrai la petite vidéo, vous pourrez la mettre, où je dis, je ne suis pas dans mon mouvement contre l'union civile. On m'a fait descendre des banderoles depuis la tête de Paris de la Manif pour tous, où il y a d'autres gens, je n'organisais pas tout, il y a d'autres gens qui organisaient, notamment la femme qui a pris, elle était à l'organisation générale, et puis elle m'a remplacée tout d'un coup le 26 mai, mais parce qu'avant, elle a fait descendre, c'est pas elle qui a décidé toute seule, elle n'est pas responsable, elle était juste là pour faire ce changement, ce basculement. Ceux qui avaient rassemblé dans une union aux homos devenaient la pierre d'achoppement par laquelle ils m'ont viré. Mais le grand public, même ceux qui étaient dans les manifs, ça s'est passé dans une manif à Lyon, ils étaient pour l'union civile. Je veux même vous dire quelque chose, c'est une union avec des enfants dedans, sinon ça s'appelle un pacte sans enfants. L'union, il y a les enfants des homos, mais fait par coparentalité, non pas par reproduction marchande. Alors Frigide, l'heure tourne. Je termine juste pour vous dire que le pape, non seulement il m'a béni, mais il a écrit dans ce livre, qui est absolument fondamental. Société. Donc là, il parle plus. Là, il parle aux cathos, c'est à l'Église, c'est un écrit d'Église. Là, il s'adresse à toute la société, puisqu'il parle avec un sociologue qui s'appelle Dominique Volton. Il va quand même écrire sur 5 pages que il va même terminer en disant
Dominique Volton lui dit, il y en a 5 pages, hein, c'est tout, j'ai tout, voilà. Avez tout, Ah bah moi j'ai tout épluché parce que si le pape le dit, c'est que d'une certaine façon, on ne peut pas me le contester. Vous me dites pourquoi vous voulez que l'Église... Mais parce que l'Église, c'était le premier pouvoir et il est en train de disparaître au profit du pouvoir de l'intelligence artificielle, des technologies et du marché mondial de plus en plus concentré. Hein. Enfin, l'Église ne raisonne pas toujours bien. Mais l'Église, elle était au pouvoir. C'est pas qu'elle raisonne bien ou pas bien. Il y a eu les préservatifs, il y a eu quand même des ratages, je trouve. Mais non, elle n'est pas là. Elle était là pour maintenir la vie naturelle. La vie naturelle. Et là maintenant, elle s'adapte au nouveau monde. J'aimerais qu'elle s'adapte plus. Non, justement, on est toujours muselé en interne. Ce que je vous dis là, c'est quand même qu'il y a une divine surprise, c'est que la tête qui a changé juste après entre les deux plus grandes manifs françaises, dit, quand Volton lui dit, mais on comprend d'où elle vient, enfin, alors d'où elle vient, c'est le désir de vengeance, oui, l'idéologie du genre. Volton lui dit, mais on comprend d'où elle vient après 30 ans de siècles de mépris, de culpabilité, de répression. Bien sûr, pour garder l'homme sur la femme, il fallait évacuer les homosexuels et les célibataires. Donc les homosexuels allaient dans l'église, hein, je vous le dis au passage. D'ailleurs, beaucoup d'homosexuels ne sont pas forcément favorables au mariage. Certains préfèrent l'union civile. C'est vrai. Parce qu'ils ne se sentent pas hommes et femmes, c'est normal. J'ai des amis homos qui ne veulent pas tous se marier et qui sont contre le mariage. Même. Oui, mais ils préfèrent même, ils disent, nous, on a une union à nous, on est différents, cette union n'est pas celle de l'homme et de la femme, puisqu'on n'est pas procréateur. Donc, il le dit, certains préfèrent l'union civile. Tout cela est compliqué. Au-delà de l'idéologie de l'égalité, il y a aussi dans le mot mariage une recherche. D'autres, en revanche, veulent ce mot mariage absolument parce que c'est leur reconnaissance de leur amour. Bon. Alors, du coup, si. Donc, le pape. Attendez, juste une chose, Virginie. S'il y a mariage et que la coparentalité donc, est légiférée, du coup, le mariage se fait à 3 ? Non. Ah ben non. Non. C'est juste pour protéger l'enfant. Le mariage. C'est 2 hommes. Entre 2 hommes ou 2 femmes. 2 femmes, que nous, on préfère appeler, que nous préférons ce mot mariage, parce que mariage, c'est comme vous êtes une femme pour moi. Voilà. Mariage, c'est un homme et une femme. Moi, je suis une femme, c'est un monsieur, enfin, c'est un homme. Voilà. Mariage, c'est l'homme et la femme. Trouvons un beau mot pour l'union de 2 hommes. L'alliance civile, je ne sais pas moi. Bon, voilà. Sauf que ce qui est connu, c'est l'union civile, même si elle n'existe pas techniquement. Bien. Oui, le mot mariage, vous en voulez pas pour 2 hommes ou 2 femmes. Mais le mariage, c'est l'union procréatrice, biologique. C'est pas que j'en veux pas, c'est que ça n'est pas ajusté. Hein, parlez-moi du mariage gay, ouais, je veux bien. Mais bon, comprenez, le mariage gay et le mariage, non, ça va pas. Mais à partir du le mariage gay, c'est l'alliance. Attendez, je termine juste pourquoi. Oui. Ils sont unis, mais ils veulent un enfant. Tout ça, c'est OK. Mais pour faire l'enfant, ils trouveront la maman de l'enfant. Oui, mais à partir du moment où la coparentalité... Donc, dans l'acte de naissance... Peu importe s'ils se marient, s'il y a mariage ou pas, finalement. Dans l'acte de naissance, je termine, dans l'acte de naissance de l'enfant, il y a ses 2 parents géniteurs, et dans le livret de famille, il y a le coparent non géniteur qui est inscrit comme coparent. Il faut inventer ça, vous comprenez, Nathalie ? Voilà. C'est ce que vous souhaitez. Mais nous ne le souhaitons pas. Nous l'écrivons, nous l'avons mis dans les états généraux. On a eu 78% de gens qui ont été pour. On l'a remis dans la consultation du CESE. On nous a dit à nouveau, manipulation médiatique, que j'avais poussé une abrogation de la loi Taubira. Jamais. Xavier l'avait redit aussi. Nous avons posé une demande d'un référendum d'initiative citoyenne pour que la loi bioéthique, tout ce que je vous explique là, soit mis en débat, ce qui n'a pas été le cas. Et par ailleurs, nous avions une deuxième proposition qui était qu'il fallait préférer dans les couples de même sexe, les couples stériles, pour les célibataires, une procréation par coparentalité ou coparenté et non pas par manipulation de gamètes qui sont, comme je vous dis, triés, sélectionnés, numérisés, et après on ne sait pas où ça va. Vous comprenez ? Oui, et je vais terminer pour vous dire où ça va, mais entre-temps, notre pape nous dit « Mais ça n'est pas un mariage, c'est une union civile, il n'y a pas d'autre voie, faisons comme ça. » Et le 28 février, je suis bénie par le pape pour continuer à essayer de reconnaître la différence des statuts. J'entends parfaitement ce que vous me dites.
Mais justement, à partir du moment où l'enfant est protégé, à partir du moment où il y a coparentalité, demain, légiférée, encadrée, etc., en quoi finalement ça vous dérange que 2 hommes rentrent dans une église ou dans une synagogue ou dans... Mais moi, ça ne me dérange toujours pas aujourd'hui. Simplement, on ne peut pas bénir l'union au même niveau. On peut faire une prière, beaucoup de prêtres le font. On peut les bénir chacun. Même le cardinal Barbarin le fait. Alors si le cardinal Barbarin le fait, c'est que tout le monde peut le faire. Oui, c'est en Norvège, l'église norvégienne. Ah oui, alors ça c'est autre chose. Oui, les églises protestantes se libéralisent, sont libérales. Alors là, on en revient aux fondamentaux. Encore une fois, l'union sacrée de Dieu, c'est l'union procréatrice de l'homme et de la femme. Mais l'homosexualité existante, on peut bénir une union chaste. Parce qu'il faut savoir que dans l'Église catholique, c'est pas qu'on reconnaisse, mais il y a eu des époques où même on reconnaissait des hommes, moines par exemple, qui avaient une amitié particulière. Mais il faut qu'elle reste chaste. Virginie, vous avez voulu surfer la différence de la sexualité, c'est qu'elle ne peut pas être bénie en dehors. Ça dans l'Église, et moi je me battrais aussi pour ça, dans l'Église, on ne peut pas bénir une sexualité qui ne soit pas procréatrice. Vous avez voulu Sinon, surfer... le plan de Dieu, c'est fini. Or, le plan de Dieu, c'est le maintien de notre intégrité biologique, hommes et femmes. Vous avez voulu surfer sur les gilets jaunes. On me dit aussi que vous revenez parce qu'il y a les gilets jaunes. J'adore. Qui est-ce qui a dit ça? Les gens. Oui, les gens. Voilà. Non, c'est à cause de ce fameux référendum, cette consultation. Non, c'est le grand débat national qui vous a commencé aussi, en tant que citoyenne, à revenir et à poser ces questions au milieu. Alors, chère Nathalie, moi, je vais vous poser la question en 2 mots. Quand vous avez une loi de bioéthique qui change radicalement, à la suite de la loi Taubira, qui a changé radicalement la structure du mariage, qui va changer radicalement la structure de la procréation, ouvrant une reproduction sans hommes, sans sexe, sans personne, et donc à terme qui fera naître un être qui ne sera pas humain, homme et femme, dans quelques générations, par l'intelligence artificielle, la numérisation. Est-ce que c'est pas du tout le moment, au moment où s'ouvre le grand débat? Oui, de revenir et de la loi, elle est dans 4 mois. Pardon. Donc, est-ce que je suis légitime à dire, nous voudrions... Oui, tout à fait. Moi, il n'y a rien qui me choque. Ça n'est pas revenir sur la loi Taubira, vous l'avez compris, puisque vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure. Tout à fait. Si des personnes mariées sous loi Taubira décident de faire leur enfant coparentalité, je n'ai aucun problème avec ça. Donc, vous voyez qu'on n'est pas contre pour l'abrogation de la loi. Tout à fait. On est contre l'abrogation, puisque notre principe de coparentalité peut s'inscrire aussi bien dans la structure Taubira. Donc voilà. Alors Virginie, vous êtes écrivain, donc vous avez amené ici... Enfin, je suis écrivain, non, c'est un peu exagéré. J'écris ce que je pense et ce que je dis. Et du temps de Jalon, avant de devenir, chrétienne, mais surtout citoyenne et bio-humaine, comme on dit maintenant, il y a les transhumains et les bio-humains, j'écris ce que je pense. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes humoriste, militante politique, militante, chroniqueuse, et puis vous écrivez des livres. Voilà, donc je ne suis pas militante politique, car maintenant je refuse tout parti politique. Ah d'accord. Ah mais tout, c'est fini, j'ai compris. Il nous raconte n'importe quoi. Vous vouliez absolument affronter Hollande, qui ne voulait pas d'ailleurs vous rencontrer. Non, mais ça c'était comme porte-parole d'un mouvement citoyen. Vous savez que nous avons eu, les Gilets jaunes aujourd'hui ne sont enfin, je ne veux pas être désagréable vis-à-vis d'eux, c'est comme un MeToo de la manif, mais sur des classes sociales populaires et moyennes, alors que nous on était sur des classes sociales supérieures et qui avaient, grand bien leur en face, mais et c'est dommage pour les Gilets jaunes, moins de problèmes de pouvoir d'achat. Donc elle pouvait se concentrer sur la structure de l'humanité qui effectivement ne se voit pas tous les matins ou tous les 15 du mois pour finir pour boucler le budget, si vous voulez. Alors Virginie, vous m'avez amené Confession d'une catho branchée. Vous m'avez dit en coulisses que c'était un livre qu'on vous avait un petit peu poussé à faire. Oui, alors ça c'était dans le passage entre Frigide Barjot, rigolote, de la parodie, et ma fameuse conversion dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est très bizarre, il y a tout d'un coup un éditeur qui m'appelle en me disant voilà, en fait tu es quelqu'un d'atypique, quelqu'un comme toi qui se convertit, c'est assez impressionnant, est-ce que tu nous le raconterais? Je dis ben non, c'est vous raconter ma vie en fait. Ma conversion, c'est la succession des événements de ma vie. Des étapes. Des étapes de ma vie.
Ils m'ont offert jusqu'à une somme, mais énorme, que je ne pouvais plus refuser parce que nous-mêmes, on était déjà... enfin voilà, nous, on vit de nos écrits, on ne roule pas sur l'or. Ils ont monté 4 fois le premier avaloir à 5 000 €. Donc, vous voyez, j'ai fini à 20 000. On ne peut pas dire non. Ça aurait été, vraiment mauvais pour ma famille. Donc, je l'ai écrit et à partir de là, eh bien, toutes les paroisses m'ont appelé pour que je raconte mon témoignage. Et ça m'a donné une notoriété dans... Je ne suis pas arrivée comme une catholique, c'est l'Église m'a fait rencontrer ce qu'on appelle le Catholand et les fidèles ont appris à me connaître avec mes mini-jupes, mes côtés gouailleurs, et voilà, et moins stéréotypés, on va dire. Voilà, et quand il a fallu commencer le mouvement, encore une fois citoyen, mais organisé par l'Église, des manifs, parce que moi aujourd'hui, je n'ai plus rien à voir avec ce mot manif pour tous. Manif pour tous, vous l'avez quitté. Mais non, mais quand on fait des manifs, c'est la manif. Maintenant, c'est l'avenir pour tous, pour tous les êtres humains, sans exclure personne de la procréation, sans exclure personne du fait qu'on puisse fonder une famille. Et on le disait depuis le début. À un moment, ils m'ont porté tout à fait en tête. Je leur ai raconté tout ça. Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez quand même à cette époque-là? Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez? Oui, d'avoir été naïve, de ne pas m'être rendu compte qu'en fait, c'était toute une... comment dire? Vous jetez un peu en pâture parce que c'était très agressif, quoi. C'était quand pas même... du tout, mais pas du tout. Mais on a le souvenir quand même de chef de file, on est contre, on est... Mais pas du tout. Mais trouvez-moi une vidéo où on est contre. J'ai été contre le fait... J'ai pas trouvé de propos homophobes. Mais vraiment, jamais. Vous ne pouvez trouver aucun propos homophobe et aucun truc où j'harangue en disant on est contre. On faisait applaudir les homosexuels. On en avait sur nos trucs. Je défilais avec les drapeaux arc-en-ciel. On ne peut pas me dire ça. Il a été vendu une image de quelqu'un qui était très agité, très affolé. Mais vous savez, quand vous avez des politiques... Donc votre regret, c'est d'avoir été naïve, c'est ça? Mais j'ai fait confiance à des politiques. Il y a 2 types de politiques. Il y a le politique, qui est à la tête d'un parti ou d'un ministère, et il y a le politique ecclésiastique, qui est à la tête d'un diocèse ou d'une paroisse. Voilà, c'est les mêmes. Ils sont tous au pouvoir, mais sauf qu'il y a le pouvoir d'avant de la loi naturelle, de la loi biologique, et puis il y a le pouvoir nouveau de la technologie et du capital archi-concentré par les réseaux Internet et la globalisation et la mondialisation. On a appris ce week-end que 26 personnes dans le monde détiennent la moitié de la fortune de la planète. Oui. Bon, ben c'est ceux-là qui nous dirigent. C'est plus le pape au Vatican avec son or et avec Dieu qui tombe sur le roi et le père de famille. Oui. C'est plus ça, c'est fini. Oui, Virginie, on avance. Et entre les deux, eh bien nous, on va disparaître. Oui, oui. Enfin, on va muter. Ce livre, vous l'avez écrit à peu près 2 ans après la manif pour tous. Non, juste après avoir été virée. Oui, c'est ça. Enfin, le temps de l'écrire. Non, en 2014, non? Non, en fait, il est sorti début 2014, mais j'ai écrit fin 2013. Ah bon, d'accord, ok. Voilà. Okay. En fait, on commence la manif le 17 novembre 2012, comme les Gilets jaunes. C'est très bizarre, vous allez voir. Et vous allez voir que ça va s'arrêter, les Gilets jaunes, juste avant les européennes. Qui suis-je pour juger? Voilà. Je suis virée le 5 mai 2013, après avoir fait 3 manifs millionnaires. Personne ne le fait. Depuis l'école libre, il n'y avait pas eu. Et je commence à écrire ce qui s'est passé. Donc, si vous voulez avoir, je le dis à vous, la réalité de ce qui s'est passé, c'est pas pour me venger ou quoi. C'est qu'il faut qu'à un moment, on sache quels sont les faits réels qui sont passés dans ce pays. C'est pas ce que les médias ont dit. C'est ce que nous avons vécu, Xavier, Laurence Chieng, les modérés, les citoyens, les gens non engagés dans des partis ou des réseaux, qui disions, franchement, qu'on voulait rester hommes et femmes, quels que soient nos modes de vie. Voilà. Et puis, le 3e est allé plus loin. Alors, l'humain plus fort que le marché. Là, je commence à... Là, on est en plein dedans. Ben voilà, mais ça, c'est écrit en 2015. C'est avant les élections, où c'est François Fillon qui va reprendre l'idée de remettre une filiation entre l'homme et la femme, puis qui finalement va perdre lamentablement sur ses costumes, en perdant ses costumes et sa femme. Mais là, je commence à donner les solutions. Pourquoi une union différente, ce que je viens de vous expliquer, qui préserve la sexuation. Vous vous rendez compte que c'est les homosexuels qui peuvent sauver l'humanité, hommes et femmes? Mais c'est magnifique. Au lieu de dire qu'on les a conspués, qu'on leur a refusé des droits, moi, je pense qu'ils vont être les sauveurs de notre humanité parce qu'ils vont accepter de continuer à se reproduire entre hommes et femmes.
et pas par des embryons congelés ou par des gamètes achetés à l'encan. Vous voyez ce que je veux dire? Alors d'ailleurs, vous êtes pour un référendum d'initiative citoyenne. C'est quand même mieux de proposer aux gens de savoir. Écoutez, on ne peut pas contrôler grand-chose dans le monde. On ne peut pas contrôler l'immigration, nous, les citoyens. On ne peut pas contrôler le revenu, le taux des impôts, ni rien. C'est pas vrai. Ça, c'est de l'ordre des dirigeants. Mais ce qu'on peut contrôler encore, c'est nos corps, notamment parce que les techniques nous permettent de les contrôler le mieux possible aujourd'hui. Nos corps, nos gamètes, et comment on va faire un enfant. On va vous offrir plusieurs façons de le faire. Et vous pouvez encore choisir. Mais attention, ça ne va pas durer longtemps de le faire entre hommes et femmes. Alors c'est vrai que Virginie, là vous êtes dans Il était une voix, qui est une émission en général spéciale doublage. Alors, il m'est arrivé d'accueillir d'autres personnalités du cinéma, de la chanson. Mais moi je ne suis ni Mais du vous avez cinéma. une voix qui est très particulière, qui est très typique. C'est vraiment, Qui est reconnaissable. Qui est reconnaissable. Et d'ailleurs vous avez été en 2013 élue par les auditeurs de RMC Grande Gueule de l'année. Oui, mais ça, c'est pas pour ma voix, c'était parce que j'avais été à la tête des manifs. Ouais. Et ils étaient bien embêtés à RMC parce qu'ils étaient obligés de m'inviter. Ils font un truc où ils invitent toutes les grandes gueules des années précédentes. Et à l'époque, j'étais dans ce passage où tout le monde, mais personne ne me parlait. Vous savez ce que c'est que d'arriver dans une réunion médiatique où les gens ne vous regardent pas, ne vous parlent plus. Ne vous considèrent plus, quoi. Enfin, Hitler à côté, je pense qu'il leur aurait sauté au cou. Alors que vous imaginez comme c'est incroyable. Comment vous avez vécu cette période-là? Qui a été quand même assez longue. C'est très long. Vous en sortez. C'est parce que vous commencez à m'en faire sortir. Non, il y a 2 personnes qui m'en ont fait sortir. C'est le pape quand il m'a béni, mais enfin, vous voyez, c'est quand même en 2016, donc il s'est encore passé du temps. Et je dois dire, c'est ce fameux Laurent Alexandre qui s'est mis à me parler. Il suffit de parler ou pas parler aux gens. Vous avez travaillé beaucoup avec Laurent Ruquier. Comment il se positionne par rapport à vous aujourd'hui? Il a été comme on lui a demandé d'être, c'est-à-dire que je pense que Laurent Ruquier était quelqu'un qui est fondamentalement... D'abord, c'est un très grand homme de télévision, donc faire de la télévision, c'est être au pouvoir. Donc voilà, c'est un homme de pouvoir. Mais quand j'étais avec lui, il a toujours été... il est chaleureux et sympathique. Il m'a fait passer 2 fois avant la première manif et à la sortie, on a fait un carton chaque fois, sur ce livre-là d'ailleurs. Mais ça a tellement bien marché qu'après, ça a été fini. Il n'a plus fallu que je revienne. Et c'est vrai qu'au moment de l'appartement, il n'a pas été très sympathique et il a laissé penser, enfin il faisait des blagues sur moi, parce que vous savez que j'ai été... Il a fallu finir il a bien fallu finir de me piétiner. Donc en plus, on nous a expulsés en prétendant qu'on était dans un HLM, qu'on ne payait pas nos loyers et qu'on avait fait un abus du règlement en vendant des produits jalons. Tout ça est faux. On payait 3 800 € par mois. Oui, on avait 2 appartes, mais chacun payait 1000 et quelques, voilà, mon mari et moi-même. Et deuxièmement, nous n'avons rien vendu là-bas. On était sur Internet pour vendre les pastiches de Jalon 3 ou 4 par an. Donc, il n'y avait pas de commerce. Et troisièmement, ce qui nous était en fait reproché, c'est que ça avait été le QG de la manif. Tous les journalistes ont tourné là. Donc, il a fallu qu'on ait votre peau. Exactement. Ça a exaspéré la mairie de Paris, qui, elle, au contraire, a une politique très pro-LGBT, etc. Mais moi, et donc, c'est tellement vrai qu'ils ont transformé notre appartement en colloque pour jeunes étudiants dont la plupart sont en couple de même sexe. Enfin, vous voyez, et on fait exprès. Ils ont fait une conférence de presse dans l'ancien appartement de Brigitte Bardot. Non, mais enfin, n'importe quoi. Enfin, vous voyez. Alors, je suis devenue une sorte, en fait, de bouc émissaire. On l'a dit en même temps. Bouc émissaire. C'est exactement ça. Mais vous savez, le pouvoir politique marche comme ça. De Jésus à Gandhi, enfin, je ne veux pas me comparer, évidemment, toutes choses égales d'ailleurs, mais la femme citoyenne, honnête, qui dit un vrai truc vrai qui va se passer et que le pouvoir veut cacher, c'est à elle qu'on fait payer les pots cassés. Et puis, on met en place des gens qui ne défendront absolument pas autre chose que le marché. Alors, Virginie, on va bientôt se quitter. J'ai des questions des internautes qui savaient donc j'allais vous interviewer. Question de Morgane d'Univers Star qui me dit de plus en plus dans les séries américaines, les couples homosexuels apparaissent. Est-ce que c'est gênant pour Brigitte Bardot? Pas du tout.
Non, non. Je suis en train de regarder une série que ma fille... nous avons donc 2 enfants avec Basile, Bastien qui a 20 ans et Constance qui a 17 ans. Vous appelez les nains, les grands nains. Vous les appelez les nains. Maintenant, c'est les grands nains. Maintenant, c'est les grands nains. Voilà, c'est les nains adultes. Et donc, et c'est évidemment tout ça, que personne ne se choque. C'est évidemment très sympathique. Oui, et nous adorons les nains. Ça m'avait beaucoup amusé. Voilà. Comme moi, je suis les adultes, c'est les glands. Voilà. Et les filles, c'est je ne sais plus quoi. Je ne sais même pas si on les... les filles, c'est les filles. Voilà, évidemment. toujours énormément d'affection. Et bref, pour vous dire que je vois en ce moment une série avec ma fille qui s'appelle Jane the Virgin. Oui. Vous connaissez? Oui. Eh bien, il y a un couple lesbien, c'est la gynéco qui est inséminée, justement. Mais je me marre beaucoup. Mais non, mais ça, évidemment. Très bien. Monsieur, qui est-ce qui posait la question? Comment il s'appelle? Morgane d'Universtar. Voilà. Morgane, mais aucun souci, puisque moi, je veux aujourd'hui faire des bébés avec des homosexuels. Voilà. Mais Très pas bien. en passant par des gamètes. Deuxième question. C'est une question de Ludo. Alors bon, est-ce que vous regrettez votre chanson Graveleuse? Fais-moi. Est-ce que c'est Ludo de la Manif pour tous? Non, pas du tout. C'est un autre Ludo, fan d'Il était une voix. Ah, voilà. Mais pas du tout. Pourquoi est-ce que je la regretterais? Elle est rigolote. Elle est rigolote. Il faut que j'explique pourquoi. On avait fait la parodie d'Entrevue, qu'on avait appelée Fiantrevue. À l'époque, c'était la grande époque de la Star Academy. Et on avait fait la Fiante Academy. Et il y avait des candidats. Et il y en avait une dont on avait fait le portrait dans Fiantrevue qui s'appelait Conifère. Comme Jennifer, mais en beaucoup plus conne, et qui chantait « Fais-moi l'amour avec 2 doigts ». Et j'avais trouvé ça tellement drôle, ce titre, c'était juste un papier. Je dis à Basile, il faut qu'on écrive « Fais-moi l'amour avec 2 doigts ». C'était tellement ridicule. Et finalement, on a écrit et les paroles avec le Dr Sam Bloch, et la musique, c'est Little Gouda, qui a fait une super musique. Et puis la musique, on l'a tellement aimée qu'on a fait aussi « Fais-moi l'Europe à 35 membres ». Avec 2 doigts. Fais-moi l'amour avec 2 doigts, avec 3, sans le qui barreau. Fais-moi l'amour avec 2 doigts, avec un seul, ça me fait. Avec 2 doigts. Élargis-moi jusqu'à Riga. Alors ça, c'est une dernière question de moi. Oui. Le président brésilien a décidé de retirer du ministère des Droits de l'Homme les préoccupations liées aux personnes de même LGBT. sexe. Ouais. Est-ce que ça vous pose problème, ça? Oui, je trouve que c'est de la politique. Je pense que c'est scandaleux, mais c'est de la politique, malheureusement, de se servir de catégories de population pour asseoir son pouvoir. C'est ce qu'a fait... Bon, avant, c'était normal, c'était normal, toute chose égale d'ailleurs, parce qu'on ne pouvait pas se reproduire autrement. Mais aujourd'hui, on monte une catégorie de personnes contre d'autres catégories de personnes. Le pouvoir politique divise la population humaine, bio-humaine, qu'elle soit homo, hétéro, elle fait des catégories musulmanes, voilà. Elle fait du communautarisme. Pourquoi? Qui est grand gagnant du communautarisme? Le marché mondial. Et que fait le marché mondial, Nathalie? Il est en train de nous transformer dans notre intégrité d'être humain, bio-humain. Et je terminerai donc en donnant la parole à ce fameux docteur Laurent Alexandre, qui m'a fait... La guerre des intelligences. Voilà, la guerre des intelligences, donc qui dit bien qu'on passe de l'intelligence humaine à l'intelligence artificielle, qu'on crée nous-mêmes. Vous savez que tous les jours sur votre portable, vous nourrissez l'intelligence artificielle. Eh bien, sachez qu'il dit ça, et pour moi, on est en 2018, 2019. À partir, et vous voyez, regardez, il y a le pape au milieu des transhumains. Donc, à partir de 2035, l'éducation deviendra une branche de la médecine. L'éducation, elle sera directement dans le cerveau, utilisant les immenses ressources des neurosciences pour personnaliser d'abord la transmission et optimiser ensuite bioélectroniquement l'intelligence. Ce sera des neurones connectés, d'accord? On téléchargera dans les cerveaux. Vers 2080, je rappelle que nous sommes en 2020, l'avènement d'un monde dominé par l'IA, l'intelligence artificielle, que nous aurons créé, que nous créons tous les jours, mais qui pourrait nous échapper. Ça, effectivement, si on ne se reproduit plus entre hommes et femmes, elle va nous échapper. Tendra à fusionner les êtres vivants et l'intelligence artificielle.
L'enjeu pour l'humanité deviendra alors de défendre la survie du corps physique, faisant le choix délibéré de conserver une attache matérielle pour éviter de se dissoudre dans un monde virtuel. Eh bien, chère, la boucle est bouclée. Quand on ne fait pas un enfant entre un homme et une femme, que ça soit entre corps ou par une insémination, ou même par une fécondation in vitro, mais entre 2 personnes ou 3 qui se connaissent, enfin 3 au sens où il y a un compagnon, eh bien, nous avons déjà fait disparaître de notre humanité corporelle. Alors Frigide, il est temps pour nous de passer à l'impro libre. Oui. Tu sais pas ce que c'est. Oui, alors l'impro libre, qu'est-ce que je fais? Ce que tu veux. Bon, alors, Ce que tu veux, c'est ton moment. c'est mon moment. Donc en fait, ça tombe bien aujourd'hui, le 21 janvier, je ne sais pas quand ça sera diffusé, mais on est le 21 janvier 2019. Ça fait 10 ans que ma maman est partie. Et non, mais tu sais, pour moi, elle est là. Oui, hein, elle est là, voilà, bien elle sûr, est là, elle bien est partie, mais elle est là. Et c'est à partir de ce moment-là que ça m'a un peu libérée, que j'ai commencé à vivre ma vie de foi. Et jusqu'à... Elle était pieuse aussi? Oui, mais moins que moi. Enfin, voilà. Enfin, je veux dire qu'elle elle a servi d'échelon. Et du jour où elle a pu être là, j'ai pris mon envol, quoi. Voilà. Certains peuvent me le reprocher, mais j'espère que vous aurez compris pourquoi je l'ai fait. Alors, je vais lire quelques mots en hommage à maman, si tu veux bien aujourd'hui. Très bien. De maman à ma foi. J'entends au-dessus de moi dans les cieux les anges qui chantent entre eux. Ils ne peuvent trouver de mots d'amour plus grands. Maman. Edgar Allan Poe. Et puis, je mis aussi une autre citation d'Arnaud, le chanteur belge. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours la lumière. Maman, je t'aime dans la douleur. À l'Ascension 2007, maman a 78 ans. Elle a subi et triomphé d'un nombre incalculable de maladies dans sa vie. Elle vient de contracter une jaunisse. À l'issue des examens, le verdict tombe, c'est un cancer incurable des voies biliaires. Pendant plus d'1 an, elle va se battre avec l'aide et l'affection permanente de mon frère Paul-Antoine et de sa nouvelle femme Audrey. Ils habitent au château de Rieux-la-Pape depuis que papa est mort. Elle va subir la batterie de traitements quotidiens qui vont maintenir son pronostic vital. Mais la maladie se vengera dès Noël 2008. Maman passe en phase terminale de cette saloperie de cancer. Habitant à Paris, je n'entretenais plus la même proximité qu'autrefois, me cantonnant à un rôle de visiteuse épisodique, tandis que mon frère s'en occupait chaque jour. Mais quand la mort parut inéluctable, il me laissa reprendre ma place auprès d'elle. Il s'était soucié de sa fin de vie dans une fusion totale avec elle. Je m'occuperai de sa mort et de la survie de son âme. Très joli. Bon, je vous ferai grâce du reste parce qu'après je raconte toute la fin. En fait, je l'ai accompagnée pendant 21 jours. Je suis arrivée en hôpital de soins palliatifs. Elle a eu la chance d'être dans un hôpital de soins palliatifs. Et je suis arrivée le premier jour en demandant s'il y avait un lit ou si je pouvais dormir à côté d'elle un jour ou deux. Et je suis restée jusqu'à ce 21 janvier 2009 où elle a son dernier souffle est parti alors qu'elle était dans mes bras. Et c'était très, très impressionnant. Celle qui m'avait donné, qui m'avait fait naître, devenait mon enfant et partait dans mes bras. Oui. Et tu vois, là, par exemple, il y a une transmission qui doit se faire sans doute entre personnes qui ne sont pas des personnes génitrices biologiques. Mais c'est incroyable quand c'est son même sang, quand c'est sa même... Bien sûr. Voilà, c'est dingue, c'est juste dingue. Et c'est vrai, de là, je me suis dit, elle a attendu ce moment de réconciliation avec mon frère, parce qu'en fait, on ne s'entendait plus très bien et tout. On s'est réconciliés, elle est partie dans la nuit. Elle était apaisée, elle a pu partir dans vos bras. Mais voilà. Elle a pu lâcher prise. Et elle est... Et vraiment, j'ai senti que son âme attendait de pouvoir naître au ciel. Voilà. C'est très beau. Merci Frigide Barjot, merci Virginie. Et merci et à bonne toi. route pour la suite. Et bien la suite, hein, tu vois, il y a du boulot. Il y a du boulot. Je rappelle que l'enfant va bientôt sortir de la machine, de l'utérus artificiel. Mais nous sommes là. Alors, si je peux te dire juste un mot pour terminer. Ça ne finira pas. Mais si, non, mais parce que je fais un peu de pub pour nous, là. Oui. Donc, on a un site qui s'appelle l'Avenir pour tous, que vous pouvez trouver à avenirpourtous.fr. Et nous avons maintenant une web TV qui est avenirpourtous.tv. Et Très vous bien. trouverez toutes nos vidéos, tout ce que je vous ai expliqué là, mais que vous allez avoir en images qui bougent et qui parlent. Voilà. Bon,
En tout cas, merci d'être venue dans mon petit média. Génial petit média. Merci beaucoup Nathalie. Merci Virginie. Merci à toi.